Vous l'avez compris les amis, en ayant cliqué sur cette vidéo, aujourd'hui, petit coup de gueule envers Disney qui à mon sens a dû censurer les mains pour avoir gâché la hype autour d'un des meilleurs animés de l'année, si ce n'est pour certains le meilleur. On va parler aujourd'hui les amis de Time Shadows, aussi appelé Summertime Rendering, qui est à mon sens une des pépites de l'année et qui fait partie aujourd'hui de mes préférés, en tout cas de mes belles découvertes de 2022. Le manga existe en France grâce aux éditions Kana qui m'a d'ailleurs envoyé les 13 tomes du manga. La série est totalement complète et du coup assez courte forcément en 13 tomes qui sera adapté en 25 épisodes au Japon, mais l'animé n'est disponible légalement que grâce à Disney sur leur plateforme Disney+, et surtout uniquement au Japon pour le moment. Et c'est pour ça que tu commences à comprendre à quel point j'ai pété un câble. Parce que le manga et l'animé ont beau être incroyables, ont beau être des pépites de ouf, le fait que l'animé soit emprisonné dans un seul pays sur une seule plateforme, bah malheureusement ça a détruit la hype, alors qu'à mon sens, Time Shadows devrait être aussi connu et devrait avoir un aussi grand public qu'un Spy Family ou Spy X Family, appelez ça comme vous voulez, qui est aussi une véritable pépite, un véritable chef-d'œuvre. Et à mon sens, les deux à cette saison se valent énormément. D'ailleurs, je vous dis un petit peu, mais je vous prépare une vidéo sur Spy X Family d'ici les prochains jours, prochaines semaines. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo et aussi les futurs bangers que je vous prépare. Mais avant de vous dire en quoi les plateformes comme Disney+, comme Netflix gâchent vraiment la hype de beaucoup d'animés et de licences en général quand ils privatisent un petit peu tout ça, laissez-moi vous parler de Time Shadows avec une petite présentation et surtout un petit synopsis qui à mon avis va vous satisfaire et pourquoi pas vous donner envie d'aller voir ce chef-d'œuvre. Dans Time Shadows, on y découvre l'histoire de Shinpei, un garçon qui apprend le décès de son ami d'enfance Ushio et qui doit rentrer de Tokyo pour retourner à son île natale, Itogashima, pour les funérailles de son ami. Sauf que sur l'île, il se passe des choses étranges, où certains individus ont un comportement plutôt suspect et où les disparitions se multiplient et où une menace plane sur les habitants. Même si Shinpei va retrouver Mio, la petite sœur de Ushio et certains de ses amis de toujours, quelque chose de glauque se prépare dans l'ombre. Et justement, des créatures fantastiques appelées les ombres dévorent et prennent la forme des habitants de l'île pour s'infiltrer auprès des hommes dans leur quotidien en prenant leurs souvenirs et leur vie. C'est lorsque Shinpei va mourir à cause de l'ombre de Mio qui se réveillera à nouveau dans le bateau qui l'a ramené sur l'île un peu plus tôt, revivant ainsi plusieurs fois la même journée, les mêmes événements, les mêmes horreurs, jusqu'à comprendre son véritable rôle dans cette histoire et surtout comment avancer dans ce thriller qui cache bien des surprises et des secrets. Alors là en gros je t'ai raconté vite fait un petit synopsis en lien avec les premiers chapitres et surtout le premier épisode de l'animé et qui normalement devrait te rappeler un petit peu ce côté enquête, ce côté mystère, ce côté frisson, ce côté horreur, avec ce côté où le personnage principal va mourir, va revenir à une sorte de point de sauvegarde un peu plus tôt dans l'épisode, dans les moments et les événements qu'il a vécu, pour enquêter en tout cas sur tout ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui se déroule sur l'île actuellement, pour comprendre les événements, qui sont les ennemis, leurs motivations, quels sont leurs objectifs et tout ça. Pour essayer d'avancer, c'est pourquoi pas de mourir en ayant un point de sauvegarde un peu plus avancé, etc. Et pourquoi pas pour sauver les habitants de l'île, dont ses amis. Et comprendre surtout comment Ushio, son ami d'enfance, a pu mourir. Car le mystère autour de la mort de l'ami d'enfance est aussi assez important. Ça vous rappellera je pense des œuvres comme Re:Zero où à l'époque Subaru du coup mourait énormément, ce que Subaru c'était plutôt un personnage de Isekai vu qu'il avait été happé du monde humain dans un monde fantastique et après il mourait plusieurs fois, il revenait à la vie, etc. Là ici on a vraiment un monde dans le monde des hommes classique, j'allais dire, avec un mélange de fantastique, avec les ombres qui prennent la place des habitants, avec des copies conformes et qui peuvent justement tuer d'autres humains pour s'approprier leurs souvenirs, leur quotidien, etc. Et vraiment, on a ici un manga et un animé qui est extrêmement bien écrit. Moi, vous savez que je kiffe surtout les histoires qui sont bien écrites, qui comportent très peu d'incohérences, qui vont te mindfuck à chaque fois, qui vont t'empêcher de prévoir les actions, etc., de faire des théories qui à la fin vont finalement être fausses, car tu vas être mené sur beaucoup de fausses pistes, tu vas essayer de mener l'enquête avec les personnages principaux et tu vas te rendre compte assez rapidement que malgré les petits indices qu'on peut te laisser, tu vas totalement te faire avoir. Et c'est ça que je kiffe dans cette histoire, c'est qu'elle est quasiment imprévisible, elle est surprenante et surtout elle est stylée bordel. Donc quand t'as un manga et un animé avec des personnages attachants, un chara design qui est en tout cas hyper stylé, que t'as envie de connaître un peu plus l'histoire de l'île, des ombres, des personnages, de comprendre tous les petits indices, de voir tous les événements qui ont pu échapper à certains personnages, à certains moments de la narration, que t'as des OSTDR qui sont très prenants dans tous les moments, que ce soit les moments d'enquête, les moments de tension, les moments aussi un peu plus paisibles, que l'animation est fluide, que t'as en tout cas une histoire qui est bien racontée, que tout est fait pour t'immerger au maximum et te prendre en tout cas à la gorge et aux tripes dès le moindre mindfuck et le moindre moment où le héros sera pris par surprise, et bah je suis désolé mais j'appelle ça une véritable pépite. Et une pépite que tu vas cadenasser, comme je l'ai dit dans l'introduction, dans un pays au Japon, sur une plateforme Disney+, qui l'empêche d'être ouverte au plus grand public. Je suis désolé mais là c'est vraiment assassiner une œuvre. Parce que là vous allez me dire, mais si elle est pas cadenassée, il suffit simplement que les Japonais, par exemple dans leur cas, prennent l'abonnement Disney+. Oui mais frérot,
Là, je te parle des japonais. Nous en France, imagine bien un truc. Pour certains animés, tu as Wakanim, tu as ADN, tu as Crunchyroll. Bon, bientôt, tu as Wakanim et Crunchyroll qui vont fusionner. Mais après à côté, si tu as d'autres passions, tu as Netflix pour peut-être voir des séries, des films, un petit peu d'animés, vu qu'eux aussi, ces dernières années, ils ont commencé à prendre des animés. Tu avais Disney Plus pour les trucs vraiment Disney. Et tu as d'autres abonnements, je sais pas, pour le sport ou autre chose. T'imagines le nombre quand même aujourd'hui d'abonnements qu'il faut prendre pour pouvoir regarder légalement, je dis bien légalement, tous les animés, toutes les séries, tous les films que tu as envie de voir. C'est limite aberrant en fait. À la fin, tu chiffres, tu as plus de 100 € d'abonnement, voire plus à la fin du mois. Et c'est pas accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent à gagner leur vie. Si tu vis chez papa, maman et que c'est eux qui payent l'abonnement, forcément t'as pas de problème. Mais quand tu commences à travailler, que tu as d'autres priorités, des factures à payer, bah forcément les abonnements de ce style-là, ils passent un peu à la trappe. Et surtout que là, tu as quand même compris que comme l'animé, il est disponible qu'au Japon sur Disney+, il est pas traduit en sous-titré français. Donc là, aujourd'hui, la seule façon pour nous de voir Time Shadows en animé, c'est attendre que des gens récupèrent l'épisode en japonais, éventuellement le traduisent en anglais, puis ensuite en français. Et là, à partir de là, tu comprends que tu ne peux le voir que de manière illégale. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de youtubeurs aujourd'hui n'en parlent pas, parce que forcément, quand on parle de manière illégale, c'est pas forcément bien vu par les entreprises. Sauf que moi, je t'avoue, j'en ai un petit peu rien à foutre d'être bien vu ou pas, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une véritable pépite, et que ma vidéo sert avant tout à te parler, certes de l'animé, mais aussi inconsciemment à te faire acheter le manga derrière pour que tu puisses découvrir cette pépite et faire partie, tout comme moi, des fans absolus de ce manga et cet animé. Parce que Kana, quand même, aujourd'hui, a fait un effort de dingue avant que l'animé soit annoncé sur Disney+, au Japon, etc., de faire en sorte que le manga soit édité parce qu'ils croyaient au potentiel de cette œuvre-là. Ils l'ont édité du 1er au 13e tome, qui est le dernier, je te le rappelle, et qui du coup permet, avec un minimum de pub, de faire connaître un tout nouveau manga à des publics en général qui aiment chercher les petites pépites, qui aiment découvrir les chefs-d'œuvre. Et du coup, je les en remercie vraiment énormément pour ça. C'est grâce à eux que j'avais découvert le manga, et c'est du coup aussi grâce à eux que j'ai la hype par rapport à l'animé. Et quand je vois que l'animé est extrêmement bien réussi et extrêmement bien fait et transpose vraiment les valeurs et tout ce que tu ressens à la lecture mais en animé, forcément ça fait que kiffer et t'as envie de le partager au plus grand nombre. Et le problème en fait des plateformes comme Disney, comme Netflix, qui de base étaient spécialisées donc pour Netflix dans les séries, dans les films, et Disney Plus pour vraiment les produits Disney, les films, etc., et les animes, enfin les dessins animés en globalement, et que maintenant ils veulent s'approprier des pépites japonaises auxquelles elles n'ont absolument rien à voir, bah du coup ça te pousse à prendre des abonnements toi en tant que fan d'animé japonais pour aller chercher justement pour eux une cible qui n'avait pas de base et qui est complémentaire aux cibles de consommateurs qu'ils visaient, et toi ça te pousse à prendre un autre abonnement et pourquoi pas découvrir aussi après derrière d'autres produits comme des films, des séries que tu n'avais pas forcément envie de voir de base, mais tu peux tomber sur des bonnes surprises. Netflix a bien compris, notamment Bubble, le dernier film animation et d'autres trucs comme ça, qu'il fallait prendre des animés pour viser un grand public. Sauf que moi je suis désolé, pour moi Disney Plus et Netflix, quand tu es une plateforme qui n'est pas spécialisée, tu devrais prendre plutôt les licences des animes et des mangas anciens qui sont terminés, comme Naruto, comme Dragon Ball, comme Yu-Gi-Oh, etc., Sword Art Online, pour vraiment à la limite faire découvrir à ton public des œuvres déjà terminées où toutes les saisons sont sorties, les arcs sont sortis, pour ne pas emmerder, j'allais dire entre guillemets, le public qui est déjà aguerri au niveau des mangas animés, qui a déjà ses propres plateformes pour suivre les animés en cours par rapport aux saisons, par rapport du coup au simulcast, etc. Et ça permet justement d'avoir juste les abonnements dont tu as besoin et pas devoir de t'abonner à tout et dépenser inutilement pour voir un ou deux animés qui t'intéressent. Parce que là la concurrence, après vous allez me dire, c'est le jeu, c'est celui qui est le plus offrant, qui va chercher la pépite, qui la fait connaître, et le plus important c'est de la faire découvrir à plein de monde. Sauf qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir les abonnements, je le répète. Je parle pas forcément dans mon cas, mais je parle dans le cas de tout le monde. Avoir tous les animes japonais sur Wakanim, Crunchyroll et ADN, c'était déjà suffisant. Aujourd'hui, acheter des abonnements d'autres plateformes qui t'intéressent pas forcément. Moi Disney, j'aime bien les Disney, mais je veux dire je suis pas non plus extrêmement fan, tu vois, à fond. Genre je suis pas le genre de mec qui va regarder les Disney au moins 10 fois par an, tu vois, je m'en fous. Une fois dans la vie ça me suffit. Donc tu vois, forcément j'ai pas forcément envie de m'abonner à Disney Plus pour 1, 2 ou 3 animés japonais qui me tentent bien. Et par contre qu'on soit clair, c'est pas moi qui vais vous donner des sites d'adresses illégales. Alors là vous vous démerdez tout seul, mais en tout cas c'est vrai que ça fait quand même de la peine pour des séries comme ça qui le méritent d'avoir une exposition extrêmement faible. Surtout que normalement un animé ça sert aussi à apporter un boost de vente au manga, le faire connaître au plus grand monde et tout ça, avant qu'il s'exporte pourquoi pas dans d'autres pays, que du coup la hype se propage sur les réseaux sociaux, dans le monde entier au niveau des ventes, des visionnages et tout ça. Sauf que du coup si tu mets ça sur Disney Plus au Japon, bah, les japonais qui n'ont pas Disney Plus ils vont jamais le regarder, ils ont peut-être pas l'envie de lire le manga de base, et nous en Europe, bah, le temps que ça arrive sur les plateformes Disney Plus en Europe, il se sera écoulé beaucoup de temps, et pareil si ça arrive sur Netflix, ça arrive notamment sur Crunchyroll, etc., il se sera écoulé énormément de temps. Du coup sur les réseaux, tu auras beaucoup moins de hype, beaucoup moins de gens qui vont découvrir en même temps,
beaucoup moins de gens qui vont en parler en même temps et du coup finalement les tomes des mangas en France vont peut-être se vendre beaucoup moins bien que si l'anime est arrivé légalement et pas illégalement. Et pareil au Japon, il se serait peut-être beaucoup plus vendu en étant beaucoup plus ouvert sur les plateformes accessibles de base aux animés japonais et pas sur des trucs qui n'ont rien à voir, qui veulent simplement manger la part du gâteau du public d'animés japonais en le mettant sur leur plateforme. Avoir des exclusivités en termes de produits, sur des films, des séries, des animés, des dessins animés, des jeux vidéo, etc. Ça fait la force d'un catalogue, ça fait la force d'une entreprise, ça fait la force d'une image de marque en fait. Dans le sens où tu arrives à te spécialiser, tu arrives à te diversifier à des moments et tu arrives surtout à tirer ton épingle du jeu en ayant des pépites dans ton catalogue qui sont exclusives. Donc forcément ça donne envie de s'abonner. Mais quand ce n'est pas ton champ d'action de base, à la limite achète, je dis, les licences qui sont déjà terminées et laisse les nouveautés au catalogue en simulcast, au catalogue qui permettent de faire découvrir au plus grand nombre de bases tout ça, et à la limite quand les épisodes seront vraiment terminés, tu achèteras la licence pour y foutre dans le catalogue entier après ça, parce que comme ça au moins ceux qui sont pas adeptes de base de la fan animation, Japanimation, ils ne sont pas de base sur Netflix. Sur Netflix c'est plutôt un public qui regarde des séries, des trucs un peu plus sérieux que les animés, tu vois, et après ils ont appris à les découvrir avec le confinement tout ça sur Netflix, mais en attendant ce n'est pas le cas. Après si tu me parles vraiment à la limite que de films d'animation comme du style Bubble, à la limite pourquoi pas sur Netflix, parce que c'est vraiment dans le sens des films etc, c'est pas un animé sur plusieurs épisodes, sur plusieurs saisons, mais Netflix, pour revenir en cas sur ce cas là aussi, le problème c'est que tu as beaucoup d'animés comme Eden Zero, comme Shaman King etc qui étaient sortis de base sur Netflix, d'abord privatisés dans certains pays, puis après exportés petit à petit dans d'autres pays, d'autres continents, mais forcément la hype était diluée, t'avais pas une même hype sur les réseaux dans le monde entier de la même intensité, de la même façon, et forcément ça empêche le manga de mieux se vendre, de mieux faire parler de lui, et c'est un petit peu contre-productif à mon sens, et franchement c'est vraiment dommage. Du coup il y a plein de pépites que je rate qui sont sur Netflix, que d'autres personnes vont rater si elles sont sur Disney+, et inversement si elles sont sur Wakanim ou Crunchyroll. Donc tu vois, le fait de diversifier les catalogues, les abonnements, etc., ce n'est pas rendre service à la culture, ce n'est pas rendre service aux œuvres qui malheureusement ne bénéficient pas à tous les mêmes niveaux de la hype, en tout cas de la part du public et de la part de l'exposition médiatique qu'elle mériterait. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, j'ai vraiment essayé en tout cas d'argumenter mon truc et de pas trop faire un coup de gueule, voilà, illégitime, etc. Je pense qu'on partage peut-être pour certains les mêmes opinions, peut-être que pour d'autres pas du tout. Je vous laisserai en tout cas commenter avec vos propres hypothèses, vos propres arguments sur ce débat là et me dire en tout cas ce que vous pensez, pourquoi pas, de Time Shadow, si vous avez acheté le manga, vu l'animé, si vous le matez actuellement, si vous comptez le regarder. Je vous laisse vous abonner comme d'habitude, le petit pouce bleu pour soutenir, mes réseaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao.